Madame, Monsieur, bonsoir. Présent à Bobo-Dioulasso dans le cadre de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture qui se tient sous le thème culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'ouvre une fois de plus au Burkinabé à travers la presse. Cet entretien est inédit dans la mesure où c'est la première fois que le président de la transition s'entretient avec des journalistes à Sia, la capitale économique et culturelle du Burkina Faso. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir ici, au pied-à-terre du président du Faso. Alors, chers téléspectateurs, pour conduire cet entretien, je suis avec ma consoeur de la radio nationale, Chantal Mikema. Bonsoir Chantal Mikema. Bonsoir Aboubakar Sagnon. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Madame. Madame, Monsieur, la culture, la sécurité, l'économie, l'agriculture, les infrastructures routières ou encore la diplomatie, voici les grandes thématiques qui seront abordées au cours de cet entretien. Monsieur le Président, on commence bien entendu avec la culture. Sous votre magistère, on a assisté à la relance de la Semaine nationale de la culture en 2023. L'édition 2024 s'ouvre dans quelques heures. On pourra dire que vous êtes un adepte de la culture. Merci, bonsoir. Bien sûr, nous sommes très heureux d'être ici, à Bobo encore une fois de plus, pour cet événement majeur qui est très très important pour nous. Comme vous l'avez signifié, la culture, c'est l'âme du peuple. Donc, c'est notre âme. Et je pense qu'en créant la Semaine nationale de la culture en 1983, le président Sankara avait une grande longueur d'avance sur le temps. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de donner une place prépondérante à la culture dans nos actions. Parce que vous l'aurez remarqué que lorsque certains cherchent à coloniser des peuples, la première des choses à faire, c'est de tout faire pour qu'ils abandonnent leur culture. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de redonner une place importante à la culture pour que notre peuple puisse vivre. Parce que pour nous, la culture, c'est tout ce qui fait de nous des Burkinabés. Alors, Monsieur le Président, la crise sécuritaire impacte sérieusement le secteur de la culture, de l'hôtellerie et du tourisme. Alors, qu'est-ce que votre gouvernement a fait donc, dans ce sens pour donner en tout cas de la valeur à ces différents secteurs? Effectivement, comme vous l'avez signifié, la crise sécuritaire avait d'abord fait que la SNC ne pouvait pas se tenir. L'année passée, nous avons donc pu relever les défis, ce qui a fait que certains lieux d'hôtellerie ont pu accueillir du monde et nous continuons dans ce sens. C'est un secteur qui a été beaucoup fragilisé par cette crise sécuritaire, mais nous avons beaucoup de choses en perspective pour pouvoir redémarrer l'hôtellerie et le tourisme surtout. Je pense que si vous suivez les décisions que l'on prend au Conseil des ministres, alors nous faisons tout. D'abord, il s'agissait de réorganiser carrément le secteur du tourisme et de la culture. Le ministère a assez bien bossé pendant tout ce temps. Nous avons pu adopter tous les textes pour réorganiser. Et là, maintenant, ils sont en train de lancer les activités à travers plusieurs journées qui doivent permettre aux Burkinabés donc, de visiter certains sites, de participer donc, à la vie des différents hôtels qui doivent accueillir ces Burkinabés-là. Monsieur le Président, dans votre vision pour le Burkina, quelle place occupe la culture? Comme je l'ai dit, c'est une place très importante. Vous savez, lorsqu'on prend les valeurs de cohésion sociale, on aime de dire cohésion sociale, c'est à travers la culture que nous pouvons cultiver cette cohésion sociale. Voilà, aujourd'hui, les artistes vont quitter de partout, du plein sud au Sahel, de l'est à l'ouest, ils vont se retrouver, ils vont communier. Et ce sera l'occasion pour la plupart de voir comment les autres vivent, quelles sont leurs valeurs, et ainsi de suite, et partager. Deuxième chose, nous avons beaucoup de valeurs telles que je l'ai cité, la solidarité, le patriotisme même, ça se trouve dans la culture. Alors, le Conseil des ministres du 6 mars dernier a institué le 15 mai de chaque année comme journée des cultures et traditions. Alors, quelle est la pertinence de cette journée qui fait couler beaucoup d'encre et de salive? Il y a beaucoup d'objectifs derrière. Premièrement, c'est comme on a dit, il faut repartir aussi aux sources, parce que, comme diraient certains, nous ne sommes pas tombés du ciel.
Il y a beaucoup de confessions religieuses au Burkina Faso. Il y en a qui sont des confessions chrétiennes, que ce soit catholiques ou protestantes. Il y a la confession musulmane. Mais il y en a aussi qui ont la confession d'adorer les ancêtres. Donc il n'y a pas d'athée au Burkina, ça je ne pense pas. Tout le monde croit en Dieu à travers quelque chose. Donc c'est une occasion aussi donnée aux traditionalistes de pouvoir fêter, exprimer, être en contact direct avec les ancêtres et pouvoir donc prier pour le Burkina Faso. Donc il y a beaucoup d'objectifs derrière qu'on ne peut pas finir de citer ici en tout cas. Mais nous pensons que c'est une très bonne chose qui doit permettre aux Burkinabés aussi de connaître leur tradition, de connaître leur culture et de cultiver les bonnes valeurs. Mais pourquoi le 15 mai? Y a-t-il une symbolique concernant cette date? Pas de symbolique particulière. Nous avons culturellement, comme on le dit, dans tous les groupes ethniques, vous allez voir qu'au village, avant l'entrée de la saison généralement, les gens ont des rites pour prier Dieu et les ancêtres de nous aider à avoir donc une bonne saison pluvieuse. Et à la fin de la saison aussi, à la sortie, il y a des rites pour remercier Dieu et les ancêtres de nous avoir donné une bonne saison pluvieuse, de nous avoir permis de cultiver et de bien récolter. Donc nous avons proposé cette date donc, aux traditionalistes qui ont réfléchi et donc à l'unanimité ils se sont mis d'accord sur la date du 15 mai qui consacre donc l'entrée aussi dans la saison. Justement, Monsieur le Président, est-ce que cette journée des coutumes et des traditions est une sorte de réparation donc, pour mettre les religions dites révélées au même titre que les religions traditionnelles? Quelque part, ça fait partie des objectifs aussi. J'ai dit qu'il y a plusieurs objectifs autour. Ça fait partie parce que je pense que toutes les autres confessions ont des journées dédiées. Et chez les catholiques, il y a plusieurs fêtes fériées. Chez les musulmans, il y a plusieurs fêtes fériées. Donc c'était aussi une date aussi pour qu'on puisse trouver, pour que les gens puissent communier et avoir une date où fêter aussi. Donc ça fait partie des objectifs. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous attendez concrètement des Burkinabés par rapport à cette journée du 15 mai? Alors, c'est comme je l'ai dit, il s'agit pour nous de donner un espace, prendre une journée, marquer une halte, que les Burkinabés puissent repartir vers les fondamentaux, prier les ancêtres, prier Dieu à travers les ancêtres, pour que ensemble nous puissions donc avoir cette harmonie que nous cherchons là. C'est ça le plus important, parce que la division, les distensions, à travers ces journées, je pense qu'on peut mieux se rapprocher. Voilà, donc c'est l'objectif recherché pour que les gens puissent vraiment communier. Voilà. Alors certains y voient une journée chômée et payée de plus. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de journées chômées et payées au Burkina. C'est un sujet qui est en discussion au Conseil. Voilà, c'est en discussion et nous allons proposer bientôt une formule pour diminuer le nombre de journées chômées et payées et pour qu'on puisse rattraper d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas dévancer les choses. La proposition sera faite au niveau de l'ALT et les Burkinabés vont découvrir et on va décider. Monsieur le Président, en plus de la Semaine nationale de la culture, il y a le mois du patrimoine burkinabé donc, qui se tient du 18 avril au 18 mai de cette année. Alors finalement, est-ce que cet ensemble, en tout cas, d'événements culturels, si on peut le dire ainsi, est un moyen donc, pour permettre aux Burkinabés de revenir donc, pour s'intéresser à leurs valeurs culturelles, de faire une sorte de retour aux sources pour s'intéresser aux valeurs culturelles et traditionnelles qui fondent nos sociétés? Bien sûr, c'est très important. C'est très important. Vous voyez, il y a certaines sociétés qui sont développées en se basant sur leur culture. Parce qu'il y a beaucoup de richesses dans nos cultures. Regardez la Chine, le Japon, ce sont des exemples. C'est en se basant sur leur culture qu'ils arrivent à le faire. Le patrimoine, beaucoup de gens ne savent même pas quel est notre patrimoine. Personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses avec le ministre, en conseil des ministres, lorsque nous préparions ces journées-là. Donc j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas. Et c'est toujours bien de découvrir qu'est-ce que nous avions. Nous ne sommes pas venus du néant. Lorsqu'on prend seulement, moi je me souviens, quand je visitais les forges, avant on avait, peut-être, et ça existe toujours dans certaines contrées, où à travers la culture, les gens peuvent aller extraire un minerai ferralitique, venir extraire le fer, faire de l'acier pour fabriquer tous les outils d'agriculture et tout. Mais c'est le développement donc de la sidérurgie comme ça.
Est-ce que nous sommes basés sur les connaissances de nos ancêtres là sur ce volet et développer notre industrie sidérurgique? Je ne pense pas. La métallurgie. Est-ce qu'il faut aller forcément apprendre chez les autres? Mais nous avons déjà un fondement aussi. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On peut puiser beaucoup de choses dans notre culture que nos ancêtres faisaient déjà et développer notre société. On va parler maintenant de sécurité. Principale préoccupation des Burkinabés et priorité numéro 1 de votre gouvernement. Sous votre leadership, l'armée a acquis et continue d'acquérir des équipements et du matériel de guerre de pointe. Peut-on dire que nos forces combattantes sont maintenant équipées pour anéantir l'ennemi? Oui, l'équipement, nous allons continuer à nous équiper. Comme je vous le disais, on n'est même pas à 15% de ce que nous souhaitons. Dans ce mois de mai, vous verrez beaucoup de choses qui seront là et ça va continuer parce que sachant d'où nous venons, on vient de très loin et donc il faut préparer de sorte que les générations à venir ne connaissent pas ces situations. J'ai eu à le dire le 17 février, si je ne me trompe, en salle. Les gens ont peut-être maintenant compris comment est-ce que l'impérialisme a préparé nos armées pour pouvoir maintenant envoyer le terrorisme et voilà, déstructurer nos États et mieux nous exploiter. Je vous prends un exemple. J'ai parlé en 2020 de comment c'était. Si vous cherchez des militaires qui étaient en opération en 2019, à côté, dans la zone de Pensa, Kelbo, Tauremba et autres, imaginez pendant ce temps, on déployait des militaires 300 à 350 avec une centaine de Kalachnikov, peut-être une dizaine, une vingtaine de gilets. Ils sont là, beaucoup sont vivants, vous verrez. Donc défaut d'équipement. Et lorsque ils sont attaqués, les 200 et quelques, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de courir. Et ça fait que les militaires même avaient surnommé les terroristes les monos, c'est-à-dire les moniteurs. C'est comme à l'école, les moniteurs venaient à 5 heures, vous réveillez pour faire le sport, courir. Donc quand ils venaient attaquer à 5 heures, c'était la course. Et lorsque vous perdez confiance comme ça, pour reprendre confiance, ce n'est pas évident. Donc l'équipement avait fait que l'armée avait perdu un peu le visage. Et vous voyez que les terroristes se plaisaient de filmer les militaires en train de courir. Et ils partent galvaniser leurs combattants avec, les recruter et vraiment les mettre moralement au top pour combattre. Aujourd'hui, nous voulons équiper l'armée pour que le soldat reprenne confiance en lui. Lorsqu'il sort, il doit avoir confiance. Déjà, avec le minimum que nous avons, mais vous voyez l'exploit qu'ils font. Ils n'ont pas peur d'aller vers l'ennemi, ça veut dire que les soldats n'ont pas peur. Donc nous allons continuer de fournir des efforts pour mieux nous équiper et faire face. Monsieur le Président, en plus des équipements et du matériel, il y a beaucoup d'efforts également qui est fait pour le recrutement des hommes pour combattre sur le terrain. Bien sûr, ça va de pair. Et vous avez remarqué que nous nous trompions énormément. Ce que nous constatons, ce n'est pas ce qu'on imaginait. Ils sont nombreux et aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a beaucoup qui viennent de l'étranger pour combattre au Burkina. Dans les rangs des terroristes, donc des mercenaires qu'on prend et venir, il faut qu'on recrute conséquemment pour mailler notre territoire aussi. Vous êtes dans une dynamique de réorganisation de l'armée. À quel stade en êtes-vous avec cette réorganisation? La première phase, c'était la mise en place de ces unités organiques et combattantes-là, voilà, les bataillons d'intervention rapide, pour répondre et contenir la menace. Parce que lorsque nous avons fait l'évaluation, il fallait ce genre de force-là pour contenir la menace. Là-bas, nous pouvons dire en tout cas, Dieu merci, nous avons fait un exploit au-delà de ce que nous imaginions. Voilà, nous avons pu former nous-mêmes ces bataillons d'intervention rapide, les équiper entièrement par, voilà, grâce au peuple. Donc, c'est la première phase. Les autres phases sont en train de suivre actuellement parce que les phases terrain et réorganisation doivent se suivre. Donc les forces seront bientôt relocalisées pour répondre donc à la situation présente. Donc la réorganisation va se poursuivre, d'autres types d'unités vont se créer et dans le cadre de l'AES aussi, il y a des forces qui vont être mises en place pour répondre à ces besoins-là. Justement, Monsieur le Président, vous étiez à Banfora, vous avez dit aux forces combattantes de se préparer à la guerre de haute intensité. Oui. Alors, faut-il s'attendre justement à d'autres réformes au sein des forces combattantes? Oui, des réformes, on peut le dire, c'est dans le sens de la réorganisation, parce que, comme je l'ai dit là-bas, le terrorisme sera vaincu.
Voilà, ces criminels qui se baladent à moto là seront vaincus. Mais il faut se préparer à d'autres types de guerres. Il y a la menace partout, que ce soit autour ou bien la menace qui peut venir de loin. Donc, dans ce cadre-là, c'est une guerre conventionnelle qui peut durer. Donc, il faut se préparer à une guerre de haute intensité. Il faut pouvoir combattre dans le temps et tenir sur le terrain pendant très longtemps. C'est un autre mode de combat. Donc, il faut se préparer à ça et les forces, les différents corps vont avoir un programme d'entraînement et commencer ces entraînements-là. Des résultats tangibles sont quotidiennement engrangés sur le terrain, mais le phénomène du terrorisme semble avoir la peau dure dans certaines localités. Comment peut-on expliquer cet état de fait? Oui, c'est le terrorisme, comme vous le dites. Après le combat, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup d'étrangers dans les rangs. Donc, le Burkina, comme je le disais aux enfants, c'est le cœur. Donc, on cherche à broyer le cœur pour faire peur aux autres. Donc, nous sommes ceux-là qui devons accueillir le maximum. Donc, voilà pourquoi on se prépare conséquemment. Donc, c'est pas que c'est un phénomène nouveau. On s'attend à ça et on s'attend à pire que ça. Mais pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas être en même temps partout. Comme vous l'avez remarqué, on ne communique pas beaucoup sur certaines choses, mais c'est zone par zone. Il y a des zones où on a mis beaucoup d'efforts qui sont presque à 100% voilà, conquises. Il y a des zones aussi encore où on est en train de remettre l'effort. C'est petit à petit, nous allons reconquérir donc toutes les portions de terrain parce que en les regardant faire, il faut conquérir et savoir comment consolider. Justement, Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure d'acquisition de matériel. Beaucoup de Burkinabés ne comprennent pas. Ils se disent que nous sommes équipés, nous avons des drones de dernière génération, mais on ne comprend pas pourquoi le terrorisme persiste. Rien que ce 23 avril, il y a eu donc des attaques. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet état de fait? Alors, nous avons acquis vraiment beaucoup de moyens. Ça, c'est une chose. Les vecteurs aériens, bon, on a pu réussir à former en tout cas la plupart des pilotes déjà. Parce que nous avons anticipé leur formation avant d'acquérir. Sinon, tout moyen qu'on acquiert, il faut former ensuite. Donc, il y a un temps mort. Mais actuellement, avec les vecteurs aériens, nous avons donc cette chance d'avoir déjà des pilotes. Ils sont en activité. Mais, pourquoi il y a des attaques souvent? Il faut reconnaître qu'il y a certaines positions où les chefs d'éléments ne sont toujours pas au sérieux. Ils ne sont pas concentrés. Voilà. Et je disais la dernière fois, c'est comme l'effet de savoir qu'il y a quelque chose dans les airs. Ça fait que certains ne sont pas concentrés. De toute façon, on pourra les développer en long et en large. Ce sont des moments de... Certains ont laissé de la fragilité et l'ennemi a observé et il frappe un coup qui peut être dur. Voilà. Sinon, pendant que le 23 se passait, une opération importante venait de finir dans la zone de Gaïri, Bogandé, où les bataillons ont fait du bon travail. Mais c'est pendant cette phase que d'autres ont prêté le flanc. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des drones en l'air qu'il faut dormir. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse être alerté. Parce qu'actuellement, en permanence, il y a des drones dans le ciel. En permanence. On veut juste que les positions puissent dire, on les voit venir. Et beaucoup arrivent à le faire. Vous avez suivi Djibo. Ce sont les observateurs qui ont vu venir l'ennemi et ont alerté le drone qui est venu participer au combat. Vous avez suivi Touéné, Gawa, beaucoup de positions arrivent à le faire. Mais il y a certaines positions où malheureusement, lorsque vous entendez qu'ils sont attaqués, on est sous le feu. Comment est-ce que vous avez pu être surpris? Il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'il y a les drones qu'on ne met plus de guetteurs qu'on ne prend pas toutes ces précautions. Donc là aussi, c'est des choses qu'il faut corriger et nous sommes là-dessus. Voilà, c'est des choses qui entachent la lutte, mais qu'il faille corriger. Il ne faut pas que les gens baissent la garde, croire que c'est fini. Il faut rester concentré. Voilà. Alors, Monsieur le Président, est-ce que ces terroristes bénéficient de complicité interne? Bien sûr, beaucoup. Beaucoup. Et la complicité interne, tout de suite, les cas dont je vous parlais, ceux-là qui ont été neutralisés, qui sont venus de l'étranger, qui partaient vers Mansilla, imaginez qu'ils sont passés par l'aéroport avec la complicité de quelqu'un. Parce qu'ils ont fourni tout le renseignement. Et les enquêtes ont démarré rien qu'hier. On va retrouver ces individus-là. Ils sont passés par la complicité des gens. Il y a des villages aussi qui sont complices, mais qui commencent à comprendre un peu. Dans l'armée, il y a des complicités. Voilà, il y a des fuites d'informations, beaucoup de choses.
Et la complicité, sans la complicité, c'est difficile que l'ennemi soit renseigné. Donc même dans nos villes ici, il y en a qui sont là, des terroristes, qui les renseignent sur tous les mouvements, tout ce qui se passe, voilà. Il y a des complicités. Alors des complicités aussi concernant des velléités de déstabilisation de la transition? Oui, mais ça c'est logique et ce sera permanent. Comme on le dit, nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour engager une lutte. Il va de soi que certains qui ont perdu leurs privilèges et leurs avantages se dressent contre nous. Maintenant, c'est à nous d'être vigilants. C'est ce qu'on fait. Et donc, ces velléités de déstabilisation, c'est courant. Donc, on est là-dessus. Ça sera permanent, ça, on est sûr. Voilà. Alors, on constate également une certaine forme, j'allais dire, de campagne de diabolisation des forces de défense et de sécurité, à travers la presse internationale, par exemple. Ah oui, ça, c'est logique. Ces presses internationales se battent pour leur pays. C'est normal. Ceux-là qu'on a fermés ici, tout ce qu'ils divulguent comme information, c'est pour les intérêts de leur pays. Mais ce qui nous écœure, c'est souvent même les presses locales qui relaient ça. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre que ceux-là sont en train de... Tout ce qu'ils publient, c'est pour l'intérêt de leur pays et qu'ici aussi on se met à le faire, c'est pas bien. Les FDS sont en train de monter en puissance. Il y a beaucoup de victoires. Aujourd'hui, on ne s'assoit pas qu'on vienne nous attaquer. On est à l'offensive, beaucoup de choses. L'armement qu'on est en train d'acquérir et tous ces équipements, ça ne leur plaît pas. Parce que nous allons réussir à vaincre le terrorisme. Pourtant, ils ont créé ça pour que nos États ne puissent pas être des États et continuer à nous exploiter. C'est nos ressources. C'est ça le problème. Mais si vous avez une armée, ils ne peuvent pas se permettre certaines choses. Donc c'est normal que leur presse diabolise, qu'ils inventent du mensonge, ils racontent tout ce qu'ils veulent, avec des complicités internes, malheureusement. Voilà, il y a des individus ici pour 2 000, 3 000 euros, ils sont prêts à écrire du n'importe quoi, envoyer là-bas. Voilà, et puis ils vendent leur patrie. Et ce sont ces gens aussi qu'on combat, parce que ce sont des ennemis de la nation. Et c'est dangereux. Il ne faut pas aussi que nos presses se prêtent à certains jeux. Lorsqu'ils publient des choses là-bas, nous ici on prend. Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est votre partition dans cette lutte-là? Et ils se battent pour les intérêts de leur pays là-bas. Pourquoi vous aussi vous allez les suivre? Même s'ils vous financent ou je ne sais pas quoi. C'est pas logique. Alors, parlant donc de combat sur le terrain, beaucoup de zones ont été reconquises justement grâce aux forces combattantes. Des PDI ont été réinstallés. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des statistiques sur les zones qui ont été réinstallées? Alors, chaque semaine, le ministère de l'Action humanitaire donc, publie des chiffres. Donc, il nous envoie ça à travers le CONASUR. Il nous envoie ça en rapport aussi. Et on peut aussi constater que certains organismes qui refusaient de voir la chose, que ça évoluait, ont commencé à reconnaître effectivement que il y a du travail qui est fait. Beaucoup de villages ont rejoint et nous sommes en train de vouloir donc les accompagner pour qu'ils s'installent et pouvoir travailler efficacement. Les écoles aussi ont ouvert dans la plupart des cas. Beaucoup de routes qui n'étaient pas empruntables le sont aujourd'hui. Donc quand même il y a une avancée significative, mais c'est des choses sur lesquelles, personnellement, nous ne souhaitons pas communiquer d'abord parce que tout le pays n'est pas en sécurité. Et lorsque vous dites qu'ici c'est stabilisé, d'autres là-bas vont dire mais pourquoi vous ne venez pas chez nous faire le même travail? Pourtant, c'est par étapes en fonction de la complexité des terrains qu'on va s'engager. Des zones ont été reconquises, certes, mais comment comptez-vous consolider ces zones-là? Comment consolider? Je dirais que ça c'est un peu secret. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui est en train d'être fait, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur le terrain. Et dans la même lancée aussi, nous avons exhorté les populations à participer activement à la défense. Parce que vous voyez, je disais que des gens partent en Chine souvent regarder la muraille de Chine, mais ça a été construit dans la guerre. Pourquoi ici, on ne peut pas faire des obstacles pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans nos villes, dans nos villages? Donc avec les chefs de circonscription administrative, partout où je passe, je leur dis donc de mettre les populations au travail
avec l'appui de FDS pour définir des périmètres où l'ennemi ne doit pas franchir. C'est à eux de créer les types d'obstacles qu'il faut, d'organiser le terrain et d'être aux aguets. Parce que c'est des comportements que nous devons adopter. Même si le terrorisme finit, nous devons nous mettre toujours en posture de guerre pour toute éventualité. Donc les autres leviers de consolidation, je ne peux pas vous les détailler ici. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur le Président, des officiers et sous-officiers de l'armée ont été radiés donc pour fautes lourdes. Peut-on en savoir davantage sur ces fautes? Oui, c'est vrai que depuis un temps, il y a eu des cas. Lorsque vous êtes en guerre, un officier, on le confie des hommes. La vie des hommes est entre vos mains. Vous devez les commander et prendre toutes les mesures pour qu'ils puissent combattre et vaincre. Il peut arriver que vous combattez jusqu'à épuisement de vos moyens. Ça peut arriver. Là, vous êtes mort en héros. Mais lorsque l'officier ne prend pas toutes les mesures pour que ces hommes puissent combattre, les hommes ne sont pas... ils ne répondent pas d'eux-mêmes. Ils ont été formés pour exécuter des ordres. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque on a le renseignement de probables attaques, c'est diffusé. On peut avoir une zone. Et dans la zone, si on a plusieurs positions, on va les dire, il est possible qu'il y ait des attaques. Nous serons à côté. Il y a les drones qui seront pas loin, en tout cas à équidistance des différentes positions. Mettez-vous en alerte. Ça veut dire qu'il faut guetter. Et ça, c'est des cours que les officiers apprennent à l'école. Le poste d'observation, le poste de guet, tout le monde l'apprend. C'est toi, tu dois placer tes hommes à une bonne distance de ta base pour t'alerter quand on voit l'ennemi venir. Parce que l'ennemi pousse souvent ses motos, il ne va pas rouler. C'est rare qu'il roule venir. Donc, tu dois avoir un dispositif qui te permet de te renseigner. Et c'est à partir de ce moment que vous alertez à l'arrière. Aujourd'hui, toutes les positions ont minimum 2 moyens de communication, sinon 3. Et on a fait en sorte que toutes les positions soient en liaison directe avec le pilote de drone. Donc ils n'ont pas besoin de passer même par leur chef pour appeler le drone et dire je vois ça, venez traiter. Donc tout est réuni. Et autour, on a fait quand même une organisation du terrain pour permettre aux gens de combattre. On veut juste l'alerte. Ok, les guetteurs ont signalé ça. Et les avions vont intervenir. Et lorsque le renseignement est diffusé, et qu'on prend souvent le soin d'envoyer des missions, aller voir des dispositifs, vous dire d'aménager ça, de faire ci, d'organiser le terrain, vous ne faites rien. Un officier, vous ne dites pas aux hommes, il y a ce cours-là que tout le monde fait, l'OTC, organisation du terrain, camouflage. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement, on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Soleil. C'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que le drone était à côté. Tankwalou, en pleine journée. Pas d'alerte. C'est le drone qui a vu lui-même. Taouri, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Un officier, il ne dort pas. Il se repose. Mais vous n'avez pas le droit de dormir. Et tout ce que vous commandez aux hommes de faire, ils vont le faire. Si l'homme n'exécute pas, vous les punissez. Jusqu'à la radiation aussi. Donc il y a des responsabilités et c'est lourd. Et les gens doivent se réveiller. On a eu des cas où des gens signalent l'arrivée d'ennemis. Les drones arrivent et ils les demandent donc c'est quel côté. On observe, on ne voit pas. Il dit non, on avait signalé là-bas. On dit qui a signalé? Est-ce que tu as quelqu'un? Vous voyez les antennes, les pylônes là. Presque dans toutes les communes, il y a des pylônes. On dit aux gens même de monter là-bas et guetter au loin, ça vous permet de voir en profondeur. Ils ne le font pas. Les pilotes les demandent, est-ce que tu as mis quelqu'un dans l'antenne pour observer au loin, pour nous guider? Il dit oui. Et le pilote lui répond, vous mentez, je suis à votre verticale, il n'y a personne sur l'antenne. Il se rend compte maintenant que c'est la réalité. Mais vous mentez à qui? Ça, ce n'est pas un comportement d'officier.
On a connu ces cas, beaucoup de cas comme ça. Donc, on ne peut pas être soucieux de la vie de vos hommes plus que vous-même l'officier sur le terrain. Donc voilà pourquoi, avant l'année passée, en J, on avait dit ceux qui veulent quitter l'armée n'ont qu'à quitter. Il y a une note du ministère de la Défense. Si vous ne quittez pas, vous allez assumer si vous fautez. Et pour moi, c'est une trahison. Lorsqu'un officier ne fait pas travailler ses hommes, ne prend pas toutes les mesures. Si vous prenez toutes les mesures et que vous combattez et qu'il y a des pertes, on peut comprendre. Mais lorsque les mesures ne sont pas prises, mais on va vous radier. Ça sera sans appel, parce que vous n'allez pas sacrifier les enfants des gens inutilement. Monsieur le Président, ces radiations n'auront-elles pas un impact sur la cohésion du groupe? Et la mort. La mort de pauvres soldats là. C'est ça. Le soldat est fait pour exécuter. Et c'est à vous, l'officier, de le dire, va te poster ici, tu observes et tu me rends compte. Et l'officier à son poste, il écoute en permanence. C'est à vous, l'officier, de dire le matin, faites des obstacles ici. Si vous ne commandez pas, le soldat meurt. Ça entache plus la cohésion. Il faut assumer. Et c'est ce qu'on a reproché d'ailleurs aux gens dans le passé. Hein. Il faut être ferme souvent. Voilà. La guerre ne se fait pas dans le laxisme parce que ça se paye cash. Ça se paye cash. Moi, j'ai été sur le terrain. Les hommes qui ont été sur le terrain me connaissent. On peut me trouver dur là-bas, mais on s'entend très bien. On va combattre, mais on va revenir vivant. Il n'y a pas de cohésion dans cette hypocrisie. Non, non, non. On préfère que les hommes puissent combattre, venir raconter leur bataille. C'est ça le plus important. Monsieur le Président, parlons maintenant de coopération militaire au sein des pays de l'Alliance des États du Sahel. Alors, quelles sont les actions concrètes qui ont été entreprises depuis la création donc, de cette alliance pour combattre le terrorisme sur le terrain? Merci, il y a eu beaucoup d'actions concrètes. Et c'est très réjouissant ce qui se passe sur le terrain. C'est devenu les mêmes armées. Il y a beaucoup d'actions qu'on ne peut même pas finir de citer. Les armées sœurs du Niger se retrouvent à exécuter des missions de l'armée malienne ou de l'armée burkinabé. L'armée burkinabé exécute des missions de l'armée malienne et de l'armée nigérienne. L'armée malienne aussi exécute des missions qu'on leur confie. Ça n'était pas donné. Voilà. Deuxième chose, la coopération sur le terrain. Les forces sont mélangées et combattent ensemble très souvent. Et donc nous réussissons ça, surtout donc, dans la bande frontalière avec le Niger. Nos forces combattent côte à côte actuellement. Dans le domaine donc, des appuis aériens, c'est fréquent. Voilà. Lorsque nous avons beaucoup d'opérations et qu'on est submergé, on peut faire appel aux vecteurs nigériens, aux vecteurs maliens qui viennent nous appuyer. Lorsqu'ils ont besoin de nous, on part les appuyer. Et en termes de frontières, il n'y a pas de frontières actuellement. Donc les vecteurs burkinabés rentrent où ils veulent. S'ils sont en fin d'autonomie ou quelque chose, ils peuvent passer la main aux vecteurs maliens ou nigériens. Pareillement, ils rentrent aussi sur notre sol, ils font la recherche. Voilà. Et vraiment, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement entre nos trois armées. Et l'objectif, c'est de créer dans un futur proche, voilà, une brigade expéditionnaire pour le compte de l'AES qui pourra faire donc des manœuvres en toute autonomie partout dans l'espace AES. On l'a annoncé, mais maintenant le travail se fait en bas pour faire germer la force. Voilà, à chaque étape, on ne va pas forcément sortir, dire que nous sommes à tel effectif, mais chacun a reçu ses instructions et est en train de travailler à mettre en place ce qu'il doit mettre en place. Donc, vous le saurez au moment venu. Justement, est-ce que les pays auront les moyens financiers et matériels également nécessaires pour pouvoir mettre en place une telle force? C'est ce qu'on nous a toujours dit. On n'a pas les moyens, il faut aller chercher les moyens ailleurs. Regardez aujourd'hui ce que nous avons au Burkina. Quelqu'un nous a prêté 1 franc, quelqu'un nous a donné quelque chose, mais nous avons combien de bataillons équipés? En 2022, à côté, on avait combien de bataillons équipés? On avait un bataillon opérationnel, parce qu'il y avait au moins 4 ou 5 compagnies opérationnelles qui étaient équipées, qui peuvent sortir de façon autonome. C'est une réalité. En plus de ça, c'était les forces spéciales, l'UGGN peut-être. C'est eux qui avaient les moyens d'être projetés en même temps. Le reste, ils n'ont pas les moyens. On s'assoit et voilà, lorsqu'il y a opération, il faut rassembler à les donner. Parce que c'est dur d'équiper, c'est compliqué.
Ce n'est pas vrai. Si on gère bien, il y a la possibilité d'équiper. C'est ça aussi que nous avons reproché, c'est tout ça qui nous a révoltés. Mais on nous avait nous aussi mis des choses en tête, que c'est difficile d'acquérir l'armement, c'est cher, c'est si. On a pris notre courage à 2 mains, on s'est mis face à la réalité. On nous a mis des bâtons dans les roues pour ne pas nous permettre de nous équiper. Vous êtes au courant, je l'ai dit plusieurs fois. Mais aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de bataillons équipés qu'on peut projeter d'une minute à l'autre. Ça veut dire, lorsqu'on dit aux 20 bataillons de démarrer pour telle direction, ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne leur donner quelque chose, ils démarrent. Donc cette force, on peut l'équiper. Regardez les armées maliennes, regardez les armées nigériennes. La dernière fois, vous voyez l'équipement du Niger qui passait par là pour rentrer au Niger. Donc nous pouvons nous équiper. On n'a pas besoin d'un appui. Monsieur le Président, aujourd'hui, quel bilan faites-vous? Bilan d'étape de la guerre contre le terrorisme? Le bilan, c'est long à faire. Donc je viens de vous expliquer d'où est-ce que nous venions. Je ne dirais pas de zéro, mais en tout cas, il n'y avait pas quelque chose de substantiel pour faire la guerre. Aujourd'hui, nous pouvons contenir la menace. Ça, c'est une chose. L'armée a retrouvé plus ou moins sa capacité de combattre. Aucun soldat ne va aller aujourd'hui sur le front sans armes, ne va aller sans moyens de protection, ses gilets, casques et trucs, les munitions et autres, tous ces VDP. Le maillage a changé, et ça fait qu'on a occupé plus le terrain. Il y a beaucoup de zones où on n'avait pas de présence de force, où il y a aujourd'hui de la présence. Et ça fait que, bon, dès que la présence, les populations aussi rejoignent. Donc ça, c'est une avancée majeure. Et maintenant, la réorganisation de l'armée pour l'adapter aux réalités actuelles, ça aussi, c'est une avancée majeure. C'est tout ça qui permet d'avoir des résultats sur le terrain. Mais on n'a pas peut-être le temps de détailler point par point, au risque de revenir sur des choses qu'on avait déjà dites. Donc, il y a beaucoup quand même de choses qui sont faites. D'accord. Alors, Monsieur le Président, justement, nous sommes en guerre, mais il faut préparer également l'après-guerre. Comment comptez-vous réorganiser l'armée après la guerre? Oui, l'après-guerre, dès qu'on est en guerre, c'est pour préparer l'après-guerre aussi. L'armée doit participer, pour nous, l'armée doit participer activement à la vie de la nation. Rien qu'aujourd'hui, en Conseil, nous avons parlé d'un certain nombre de sujets où l'armée doit intervenir dans plusieurs domaines. Alors, il faut que l'armée puisse occuper un rang de sorte que la crise que nous avons connue ne puisse pas revenir à l'avenir. Et on ne peut pas avoir ces prédispositions-là sans donner une place à l'armée. Donc, en termes de maillage, de présence dans certaines structures stratégiques, l'armée sera importante. C'est-à-dire notamment là où il y a beaucoup de personnel d'une certaine qualité pour rien que le renseignement. Dans la vie active du pays, notamment l'agriculture, nous avons commencé à préparer le terrain aussi. Actuellement, dans beaucoup de casernes, on a ciblé un certain nombre de casernes. Ils ont fait des forages à gros débit. On veut initier les militaires à la production. Et ça a déjà commencé avec l'initiative présidentielle. Donc il y a plusieurs casernes. Et à l'élevage aussi, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire l'agriculture. L'armée va participer à la production. Vous avez suivi à Bagré ce qu'on a fait avec l'unité mixte qui est là-bas, VDP et militaire. Au début, les gens croyaient que ce n'était pas possible. Mais ils ont produit sur beaucoup d'hectares. Et donc on est en train de multiplier ce genre d'initiatives pour que l'armée puisse participer à la production agricole. L'armée va participer à l'éducation des plus jeunes aussi, parce que le patriotisme, il faut l'enseigner. Donc l'armée aura un rôle prépondérant, en tout cas à l'avenir dans la vie de la nation. Parlons d'économie à présent. Monsieur le Président, l'économie des pays en guerre est régionalement affectée. Quelles sont vos stratégies pour relancer l'économie nationale? Il y a beaucoup de choses en vue qu'on ne va pas peut-être dire tout de suite. Mais déjà, il s'agissait de maîtriser les dépenses publiques. Ça, on est en cours. C'est ce qui nous permet de faire des acquisitions. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a coincé un peu au niveau de la dette intérieure pour pouvoir équiper l'armée. Donc, on a atteint une phase où on a ordonné, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, tout ce qui est petite dette, on a mis un certain montant, ils vont tout payer la semaine prochaine. Et au fur et à mesure,
en allant vers les grandes dettes, pour que l'économie interne puisse tourner aussi. Parce que si la dette intérieure n'est pas payée, ça ne pourra pas tourner. Mais il fallait faire ce break-là, s'équiper, s'organiser et commencer ça. Dieu merci, le peuple a été résilient. Et je pense qu'il est temps de permettre de souffler un peu pour que l'économie puisse tourner. Il faut qu'on s'industrialise, ça c'est impératif, parce que l'économie, ce n'est pas forcément compliqué. Lorsque vous êtes trop dépendant de l'extérieur, même si vous produisez des richesses, vous êtes obligé d'aller payer. Donc c'est une fuite de devises. Vous produisez des matières brutes, vous envoyez à l'extérieur et ils transforment. C'est-à-dire vous envoyez l'emploi à l'extérieur. Et ici, vous ne créez pas d'emploi. Comment on va s'en sortir? Donc voilà pourquoi aussi nous avons lancé un processus d'industrialisation pour pouvoir employer les jeunes, mais aussi pour éviter que nos devises ressortent. Et d'autres secteurs importants, ce sont nos richesses naturelles. On a pu évaluer plus ou moins. Ce n'est pas que l'or. Ici, nous avons beaucoup de choses très intéressantes. Quand vous prenez rien que la construction, le ciment, ici au Burkina, nous avons le calcaire. Mais en plus du calcaire, nous avons découvert donc que nous avons un type d'argile très bien qui peut remplacer le clinker. Donc, nous sommes en train de réfléchir à toutes ces technologies, comment mettre des usines sur place qui vont permettre de transformer tout ça sur place. Ça va éviter que nos devises se retrouvent donc à l'extérieur. Donc, il y a d'autres volets que nous ne pouvons pas développer ici dans ce secteur-là, mais en tout cas, on a de bonnes perspectives. Monsieur le Président, vous venez de le dire, donc il y a de l'espoir pour les entreprises et les particuliers qui avaient des factures impayées. Oui, oui, beaucoup d'espoir. J'ai demandé à voir la liste de toutes les entreprises qui avaient des dettes. J'ai même vu des entreprises qui ont des factures de moins de 5 millions qui traînaient au trésor et tout, qui ne sont pas payées. Donc nous avons ordonné, nous avons fait un planning. Toutes ces entreprises, jusqu'à une certaine facture, ça sera payé donc normalement la semaine prochaine. Et après, il y aura une deuxième session pour éponger petit à petit. Mais il fallait faire un planning pour vraiment pouvoir assurer et assurer aussi un minimum côté sécurité et défense. Voilà. Justement, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des Burkinabés qui continuent de contribuer à l'effort de guerre? Nous ne rendons grâce qu'à Dieu qui nous a permis d'expliquer au peuple qui a compris. C'est tout ce que nous pouvons dire, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et le peuple a compris notre mission, notre vision, l'objectif. On les remercie. C'est cette contribution qui permet au Burkina de bander les muscles et de faire ce qu'il doit faire pour survivre. Sans la contribution du peuple, sans cette acceptation de cette stratégie qu'on a développée pour amener le peuple à contribuer, ce n'était pas possible. Ça allait être difficile, très difficile. Parce que l'allure à laquelle nous sommes partis, c'est grâce au peuple. Sinon, comment est-ce qu'on allait pouvoir équiper, comme je dis, autant d'hommes dans un laps de temps? On allait peut-être prendre 2-3 ans pour les équiper à ce niveau-là. Mais le peuple a compris, on a mis beaucoup de mesures. Ils ont compris, donc on ne peut que dire merci à Dieu et merci au peuple qui a compris vraiment la mission. Voilà. Excellence, vous avez affirmé, vous avez procédé à la pose de première pierre pour plusieurs usines dans plusieurs localités. Comment votre gouvernement compte-t-il financer tous ces projets et faire en sorte d'assurer leur mise en œuvre efficace et durable? Oui. Les pierres qui sont posées, ça c'est déjà acquis. C'est la construction qui va démarrer. Mais il y a des usines qu'on était en train de construire depuis l'année passée, certains qu'on va inaugurer avec certains partenaires privés. Mais il y a aussi des usines qui seront construites 100% par l'État. Et on a une stratégie de financement. D'abord, la caisse de dépôt de consignation d'avant, qu'on a transformée en caisse de dépôt d'investissement. L'objectif, c'est de financer l'industrialisation. Il y a le Fonds burkinabé de développement économique et social aussi, que nous sommes en train de redynamiser pour pouvoir financer l'industrialisation. Et tout ça, nous allons nous appuyer sur les acquis de nos sociétés d'État. Parce que le système, comme on le disait, j'essaie d'expliquer ça l'autre jour à Banfoura, le système qui se passait n'est pas forcément bon. Voilà, il faut le dire clairement. On a des sociétés d'État qui font des bénéfices,
Mais c'est poser des DAT dans les banques. C'est bien. Si l'économie se portait très bien et qu'on n'a pas de défi, on peut garder en DAT, ça produit les intérêts. On peut prendre faire ce que les gens souhaitent là, c'est payer les 14e et 15e mois. Mais nous ne sommes pas à cette étape. Donc actuellement, on est en train de relire, je profite de l'annoncer, on va relire beaucoup de textes dans les sociétés d'État pour revoir d'abord le traitement. Ça, c'est une chose parce que c'est déséquilibré par rapport à la masse populaire. Et les DAT, là, nous allons les toucher. Ça aussi, ça ne va pas plaire forcément aux institutions bancaires, mais il faut qu'ils comprennent que nous devons faire tourner l'économie. Et là, ça va eux-mêmes les permettre de se développer. Lorsque l'argent est déposé, que ça ne travaille pas, ça ne sert pas. Donc ce sont ces sociétés d'État qui vont financer beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries, qui vont produire et qui vont nous empêcher de partir chaque fois à l'extérieur chercher ce que nous voulons. Donc ça, c'est la grande partie comme ça, mais il y a aussi nos recherches naturelles. Là où nous allons, le nouveau code va passer à l'Assemblée, nous allons aussi nous appuyer sur l'exploitation longue de l'or pour industrialiser le pays. Et nous allons exploiter, en tout cas pour ce qui est de l'or, nous connaissons le faire. L'APEC a été instruite, nous allons mettre en place, ça a commencé déjà avec la SONASP, les premières unités de traitement. Ça a été mis en place à Zorgo, d'autres sont en train d'être mis en place au sud-ouest, pour avoir de l'or, produire donc cette richesse-là qui va nous permettre de nous industrialiser. Bref, il y a beaucoup d'autres volets sur lesquels nous sommes en train d'appuyer pour y parvenir. Les salariés des sociétés d'État doivent s'attendre à une baisse de salaire? Pas une baisse de salaire, mais une correction. Pour certains, ça serait peut-être une baisse, pour d'autres, ça sera peut-être une augmentation, pour d'autres, ça va rester stable. Mais je ne vais pas rentrer dans certains détails, au risque de les créer des soucis. Mais la manière dont ça se passe, ce n'est pas bien. D'abord, c'est trop disparate. Chaque société fonctionne de sa façon. Que ce soit la grille salariale, que ce soit les conseils d'administration, chacun décide de comment se rémunérer. Ce n'est pas bon. Il faut équilibrer tout et avoir un principe. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc dans le principe, peut-être que certains verront leur salaire baisser, mais c'est pour la masse populaire qu'ils le comprennent. Voilà. Le président, on dit que les structures ne sont pas les mêmes. Oui, les structures ne sont pas les mêmes, mais on a dit société d'État. Ouais. Donc tout doit contribuer à ce que l'État puisse donc avoir quelque chose, parce que l'État c'est quoi? Partout où nous passons comme ça, les gens demandent les routes. Comment on fait? Il faut les construire. Il faut les construire. Les gens n'ont pas l'eau potable. Il faut faire assez de forêts. Il y a tellement de défis au Burkina, mais il faut qu'on utilise. On ne peut pas être là à avoir des millions par mois de salaire pendant que d'autres boivent l'eau dans un marigot. Non. On va équilibrer pour pouvoir servir ceux qui sont dans les villages qui ont des besoins primaires. Voilà. Et les gens qui vont nous excuser, hein, c'est comme ça. Il faut équilibrer un peu. Voilà. Alors, Monsieur le Président, l'APEC, l'entrepreneuriat communautaire est une de vos priorités. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous fondez beaucoup d'espoir, en tout cas, sur ce type de développement endogène? C'est impératif. C'est ce que nous devons faire. Et nous allons même innover encore, parce que je disais, des régions ont des spécialités en termes de production. Nous allons voir comment mettre en place des unités de transformation dans chaque région à travers sa spécialisation. Et l'APEC va développer sûrement un modèle local à travers donc, les opérateurs économiques des dites régions, et l'État va accompagner. Donc l'APEC devra réorganiser. Il faut qu'on se finance nous-mêmes nos entreprises. Voilà. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils ne travaillent pas avec. Il faut qu'on les amène à se mettre ensemble, à mettre quelque chose comme base, et l'État va accompagner pour créer des unités de transformation. C'est ça qui va faire employer des gens, et eux-mêmes, ça va les permettre d'avoir encore plus de marge de manœuvre. Voilà. Donc, on fonde beaucoup d'espoir sur ce développement endogène-là. Qui parle d'économie, parle de corruption. Vous l'avez reconnu, vous n'êtes pas satisfait des résultats de lutte contre la corruption. Peut-on dire que vous êtes impuissant face à ce fléau? C'est un fléau qui a gangréné notre société. C'est un système qui a été installé depuis des décennies. Et
chaque jour, vous voyez, c'est un système qui est comme plusieurs milliers de nœuds. Vous détachez, vous voyez quelque chose encore. Vous détachez, vous découvrez quelque chose. Donc tous les jours, moi je découvre. Je découvre. Et plus vous découvrez, plus vous êtes révolté. Mais c'est un système qui a été mis en place et qui a détruit vraiment voilà, notre pays. Mais aujourd'hui, moi je peux dire que beaucoup ont compris et commencent à quitter un peu eux-mêmes la situation. D'autres aussi, par les dénonciations, arrivent à nous faire voir beaucoup de choses. Regardez le domaine de l'agriculture par exemple. Imaginez qu'on donne de l'engrais, l'État subventionne pour les paysans, mais il y a une pratique qui est là depuis des décennies. Les agents même, avec la complicité de certaines autorités locales là-bas, ils vendent, ils volent, ils vendent au prix qu'ils veulent aux paysans. L'engrais subventionné n'arrive pas aux paysans. On est en train d'enfermer beaucoup. Beaucoup. Ça fait que je disais au ministre qu'il va se préparer à recruter. Mais c'est les agents du ministère. Mais c'est des dénonciations. Donc ça veut dire que le Burkinabé a commencé à comprendre que la corruption ne peut pas nous permettre de nous développer. Il y a une structure qui est en train d'être créée. Ça sera dans tous les ministères et la structure centrale sera la présidence, où les dénonciations vont se faire. On va mettre tout le processus en branle jusqu'à voilà, prendre les individus impliqués et récompenser ceux qui auront dénoncé. Donc, ce n'est pas fini d'abord. On a pris le décret de dénonciation, mais il y a un organe qui est en train d'être créé pour gérer tout ça. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, votre gouvernement a lancé l'initiative présidentielle pour la production agricole. Alors, démontrant ici votre engagement en faveur du secteur agricole, alors quels sont vos objectifs à travers cette initiative? L'initiative présidentielle est là, l'offensive agro-pastorale est là. L'objectif, c'est qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire le plus vite. Parce que, comme je l'ai dit, la souveraineté alimentaire, c'est très important. On ne peut pas continuer d'avoir des Burkinabés qui ont faim. Donc, il faut qu'on produise. Et l'expérience a montré qu'on ne peut pas se développer sans l'agriculture. Et même dans les zones où il y a les terres les plus arides, ils essaient de transformer l'environnement pour cultiver. Et nous nous sommes engagés à accompagner beaucoup les producteurs. Donc, normalement, dans quelques jours, nous allons donc lancer un programme d'appui aux agriculteurs pour qu'ils rentrent dans la saison. Vraiment, c'est les aider au maximum à travers de l'équipement pour qu'ils puissent labourer le maximum des champs. On va les accompagner en termes de semences, en termes d'engrais, pour qu'ils puissent produire au maximum. À travers l'initiative, on a lancé l'année passée sur une expérimentation sur environ 14 000 hectares. Nous avons vu les résultats. Donc on a compris que les paysans ont besoin juste d'être accompagnés. Si on leur donne l'accompagnement qu'il faut, ils vont se lancer. Donc c'est notre objectif d'atteindre l'autosuffisance le plus vite possible. Il y a également, Monsieur le Président, la production du blé que vous avez lancé à Bagré. Alors la culture du blé au Burkina, est-ce une nécessité? C'est une nécessité. Si vous voyez les chiffres au niveau du ministère du Commerce, de l'importation de la farine de blé ou de blé pour les moulins, c'est quand même énorme, c'est plusieurs milliards. C'est ça, j'ai dit, la sortie des devises. Et ce n'est pas que le blé, il y a beaucoup de spéculations que nous avons testées et que nous allons donc mettre maintenant en pratique. Voilà, donc toutes ces spéculations-là, c'est pour que nous puissions produire à l'intérieur et transformer à l'intérieur. Et c'est là que nous avons donc une valeur ajoutée. Donc il y a beaucoup de spéculations, ce n'est pas que le blé. Le blé, ça a bien marché. On a fait les tests au laboratoire pour voir s'il n'y a pas de toxines ou quelque chose de particulier. On m'a transféré les résultats. Tout est concluant, c'est vraiment très bien. Donc c'est quelque chose qu'on va poursuivre. Monsieur le Président, vous venez de souligner que les producteurs seront accompagnés pour la campagne humide à venir. Est-ce que les coûts des intrants, notamment l'engrais, va-t-il connaître une réduction cette campagne? Nous espérons, c'est l'objectif, et instruction a été donnée pour que ce soit ainsi. C'est ce qui a mené à dissoudre donc la CAIMA et créer la nouvelle structure, parce que ça n'allait pas. Voilà, c'était une association, et il n'arrivait pas à fonctionner correctement. Ça fait que les intrants étaient là à des coûts tellement élevés que les paysans ne peuvent pas.
Donc actuellement, nous avons créé la nouvelle société pour pouvoir traiter directement avec les pays producteurs d'engrais. Et là, ça va nous permettre de pouvoir payer l'engrais moins cher. On s'y est un peu pris tard parce que les cycles de production dans ces pays-là sont un peu dépassés. Donc cette année, on essaie de faire des efforts, mais je pense que dès la sortie de la saison, nous allons commander le maximum pour que la contre-saison, les gens puissent produire. Parce que nous ne comptons pas produire juste pour la saison pluvieuse. Voilà. Nous allons aborder à présent le volet infrastructure. Quelles sont les priorités de votre gouvernement en matière de développement des infrastructures routières? C'est aussi une priorité, parce qu'il y a tellement de priorités au Burkina. C'est ce que je dis, on vient de très loin. Il y a beaucoup de routes. Ça, c'est partout où nous passons, c'est la question des routes. Plusieurs provinces ne sont pas reliées entre elles par du bitume. Et pourtant, lorsque les gens produisent, comment évacuer la marchandise s'il n'y a pas de route? C'est compliqué. Donc actuellement, nous sommes en train de la lutte contre le terrorisme aussi. La route participe beaucoup. Lorsque la route est bitumée, l'insécurité diminue un peu. Rien que le risque d'IED et tout, ça diminue beaucoup. Donc ça veut dire que nous devons aller vers la construction de très bonnes routes dans les zones à fort défi sécuritaire. Donc c'est un défi majeur qui est devant nous. Et nous allons lancer très bientôt un peu partout certains travaux de construction d'infrastructures routières. Nous sommes à Bobo, il y a des projets de construction et de réhabilitation de routes qui sont prévus ici. Oui, c'est un plan global et c'est le lancement ici. Voilà, sinon à Ouagadougou ça a commencé, dans certaines provinces aussi ça a commencé. Il y a certaines zones à fort défi où ça doit aussi se lancer. Normalement on avait commencé, mais il y a des entreprises qui sont retrouvées être défaillantes. Ils ne sont pas en mesure de faire, donc on était obligé de résilier certains contrats et recontracter actuellement avec de nouvelles entreprises qui vont se déployer. Donc c'est un peu sur le plan national, hein. Il y a beaucoup de routes qui doivent être faites. Notamment ici à Bobo, il y a la route de Ourodara que nous allons poursuivre jusqu'à la frontière. Il y a la route de Banfoura qui est en projet, beaucoup d'autres routes. Voilà, au niveau de Pau, de Ouargaï, il y a beaucoup de routes qui doivent démarrer. Et nous espérons que les entreprises soient assez fortes pour pouvoir nous accompagner. Monsieur le Président, qu'est-ce qui a motivé la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire exécutée par le Bureau des grands projets du Burkina? Oui, c'est une initiative qui n'a pas véritablement commencé. Ça a commencé par de petites actions d'abord, notamment certaines infrastructures routières à l'intérieur des communes, certaines communes. Mais ça doit se poursuivre parce que dans ça, nous voyons le développement de certaines infrastructures routières, l'assainissement, mais même le développement aussi des différentes communautés à travers voilà, la production, la transformation locale sur place. Donc on veut encourager beaucoup les petits métiers aussi. Donc c'est tout un ensemble de facteurs comme ça qui sont réunis dans cette initiative. D'accord. Alors, Monsieur le Président, on va parler maintenant de diplomatie. Alors, comment se porte la coopération avec les pays voisins du Burkina? On a déjà parlé de l'AES. Avec les pays voisins du Burkina, comment est-ce que la coopération se porte? Bon, il faut le dire, ça va plus ou moins. Avec certains pays, il n'y a pas de problème. Avec d'autres aussi, il ne faut pas avoir on ne va pas continuer à faire de l'hypocrisie. Il y a des soucis avec certains pays. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Et nous sommes là-dessus. Et nous espérons que chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu un peu de soucis. En octobre, novembre 2022, alors je vais vous dire clairement, on a été approché par beaucoup d'émissaires, notamment des pays du Sud. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes, parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire le trafic, c'est-à-dire de laisser une portion du terrain, et voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous sommes burkinabés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier donc, les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de son esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon,
On savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Voilà, entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes, certains agents extérieurs, et ensuite les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum en son temps, qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en œuvre et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce schéma, je pense qu'aujourd'hui beaucoup se rendent compte qu'on avait raison parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc, il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que le Burkina, une chaîne privée ou publique, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif. Et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact, mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est vrai, quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Et nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre? Oui, la dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé. On menait chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération du 15e bataillon, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité.
à 2 km de la frontière, et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Donc c'est un incident isolé, nous on continue le combat. Voilà. D'accord. Alors Monsieur le Président, est-ce que la récente rencontre entre les ministres en charge de la défense des 2 pays va permettre peut-être de détendre la situation? On espère. Mais je dirais que la balle est dans leur camp. Voilà, ils ont souhaité la rencontre, on n'a pas refusé. Ça s'est bien passé, ils ont eu des échanges. On les regarde maintenant. Voilà. Il y a des gens qui sont poursuivis, qui sont là-bas, il y a des gens qu'on va poursuivre. Il y a eu quand même, ils ont eu des échanges francs. On les regarde maintenant. Monsieur le Président, autre incident diplomatique, si je peux l'affirmer ainsi, 3 personnalités françaises déclarées persona non grata sur le territoire burkinabé pour activités subversives. Que reproche-t-on concrètement à ces 3 Français? Vous savez, quand on dit activités subversives, les gens sont très malins et très intelligents dans leurs manœuvres. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de plans pour déstabiliser le Burkina. Il y a l'élimination physique, voilà. Il y a peut-être la manipulation d'une frange armée. Il y a aussi, à travers les médias, vous, voilà. Et la diplomatie des pays, ça participe. Alors, c'est de dire même à travers ça aux gens de faire très attention. Certaines organisations qui sont ici, qui se font financer par certains pays. Pourquoi? À cause de vos beaux yeux qui vous donnent l'argent. Et ensuite, on vous demande donc des rapports sous tel format, vous le faites. Ils sont en train de pénétrer le monde de la culture. On les suit. Voilà. Certains artistes, voilà, ainsi de suite. On suit tout. Ils sont en train de pénétrer le monde des médias. On suit pour que vous relayez ce qu'ils veulent, comme je le disais tantôt. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'activités subversives qui se passent. Donc, on n'est pas dupe et il faut que les gens arrêtent. Parce que vouloir manipuler le peuple pour les retourner, il faut qu'ils arrêtent ça. Ça sera difficile et nous n'aurons pas la langue dans la poche. Au moment venu, on va aussi expliquer au peuple ce qu'il y a passé. Actuellement, c'est l'art de manipuler. Tout leur espoir, c'est de pouvoir manipuler la population, faire baisser la ferveur pour que le peuple ne soutienne pas la transition et qu'ils puissent atteindre leur fin. Et nous allons combattre ça. Alors, quelle appréciation vous faites des récents propos tenus par le général français Lecointre? Oui, nous avons suivi. Et ils préparent la mentalité de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, venir physiquement ici pour qu'on combatte. Donc, ils ont commencé à préparer. Ce n'est pas maintenant. L'année passée, le président Macron a tenu certains propos. Moi, je m'attendais à ce que les journalistes débattent sur ça, éclairer la lanterne des Burkinabés, éduquer les Burkinabés. Parce que le journalisme, ce n'est pas juste critiquer le pouvoir ou voilà, donner des informations sur qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez la chance d'être journaliste en temps de guerre. Il faut participer à éduquer le peuple, à éveiller le peuple, parce que nous avons un ennemi. C'est ceux qui veulent nous réduire à l'esclavage. C'est votre rôle de le faire. Voilà, ce général a fait sa sortie. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les gens ont eu des débats assez pointus pour expliquer à la population quel est l'objectif de l'impérialisme. Ils ne sont pas d'accord qu'on se décolonise. Ils veulent nous recoloniser. Le terrorisme est là. Ils savent qu'on va vaincre le terrorisme. Et donc, ils se disent maintenant, si jamais on arrive à vaincre le terrorisme, il faut qu'ils se préparent pour venir physiquement nous recoloniser. Parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'on soit décolonisé. Parce que c'est leurs intérêts. C'est à travers nous qu'ils vivent. Donc c'est ça aussi. Il faut que les journalistes participent à ça. Maintenant, le débat ne se passe pas sur ça. Qu'on le veuille ou pas, on est en guerre. On doit chanter les louanges de nos soldats. On doit chanter les louanges de nos héros. On doit les accompagner. Et on doit expliquer au peuple ce que c'est que l'impérialisme. Comment ils veulent nous coloniser. Comment ils veulent nous maintenir dans la misère. Pour que eux, ils vivent. Pour que le peuple se réveille. Nous, on n'est pas là pour endormir le peuple. Et piller, faire ce qu'on a fait. On veut que le peuple se réveille. Qu'ils comprennent qui sont leurs ennemis. Et ça, c'est le travail du journalisme aussi. Dans ces temps de guerre. C'est l'histoire du Burkina qui s'écrit maintenant. Donc, je vous en prie, il faut faire un travail parce qu'eux, ils préparent l'opinion de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, que le peuple les accompagne. Ah, c'est normal, il faut les coloniser. C'est du mensonge ce qu'ils racontent. C'est du mensonge. Mais l'objectif est connu.
Nous aussi, il n'y a pas de problème, on se prépare en conséquence. Monsieur le Président, nous tirons vers la fin de cet entretien. Quel bilan faites-vous de la transition en cours? Le bilan, ça va se faire donc au fur et à mesure. J'espère que prenez le temps d'inviter chacun des ministères là. Voilà, pourquoi pas. Il faut les convoquer sur vos plateaux télé, que chacun dise au peuple qu'est-ce qu'il a innové dans son ministère, qu'est-ce qu'il a apporté de plus. Mais nous pouvons vous rassurer qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de choses dans la guerre et on a pu réaliser beaucoup d'autres choses autour. Vous pouvez le constater, comme on l'a dit. On fait la guerre, mais on n'a pas oublié l'agriculture. On a fait des progrès. Vous pourrez faire des tournées dans les villages pour voir quel est l'impact de notre action sur l'agriculture l'année passée, la saison passée. Vous pourrez aller dans le domaine donc, de l'eau. Il y a tellement, beaucoup de fourrages ont été creusés, beaucoup de populations qui n'ont jamais connu l'eau potable. Il reste encore beaucoup à faire. Dans le domaine de la santé, il y a eu beaucoup d'évolutions aussi. Voilà, ce n'est pas seulement la baisse des prix de certaines prestations maintenant. Dans les villages, on est en train de réorganiser carrément les systèmes et la gratuité, là, nous voulons que ce soit effectif et on est là-dessus. On est en train de développer des industries qui puissent appuyer vraiment la santé et beaucoup de choses dans ce domaine aussi. L'industrialisation, ça, bon, on ne va pas en parler. On a pu faire un peu, mais notre objectif est très grand. Il faut que partout les industries poussent. Voilà, dans le domaine des PME, on a pu alléger beaucoup de taxes, ainsi de suite. Ça a permis aux gens de pouvoir créer beaucoup de petites entreprises qu'on est en train d'essayer donc d'accompagner. Donc les différents fonds dont on vous parle, qu'on est en train de restructurer et fournir pour que les jeunes puissent pouvoir être financés à partir de là-bas parce qu'ils ont dit que dans les banques c'est un peu compliqué avec la question de garantie. Voilà, donc dans tous les domaines, il y a eu beaucoup d'avancées. Et je vous exhorte à les convoquer et qu'ils disent au peuple individuellement tout ce qu'ils ont pu faire. D'accord. Voilà. Alors, peut-être avant de nous dire au revoir, quels sont les défis, selon vous, qui restent à relever dans un bref délai, en tout cas pour assurer la stabilité et le progrès au Burkina? Beaucoup de défis, il y a des défis sur tous les plans. Je vous ai dit, le Burkina vient de très loin. Et donc, ce qu'on a fait, ça va sembler très infime par rapport à ce qui doit venir. Nous avons de très grandes ambitions parce que nous avons un rêve pour le Burkina dans tous les domaines. Et je vous ai dit, quand on prend le domaine de l'éducation, regardez les écoles, vous trouvez toujours des bâtiments de l'ère coloniale ici, dans les écoles. Moi, je rêve d'écoles modernes et gratuites. Voilà, les enfants jusqu'à un âge, ça doit être gratuit. Regardez nos étudiants, comment ça s'ouvre. Actuellement, je le disais que nous sommes en train de chercher à réduire les dépenses au niveau des affaires étrangères. Donc dès juin, une bonne partie seront rappelées à l'intérieur du pays. Et cet argent doit servir à construire des amphithéâtres, les restaurations et beaucoup de choses. Parce que c'est l'avenir, l'éducation. Voilà. Et dans un futur proche, nous espérons aussi, en tout cas, agir sur ces leviers-là. Le volet santé, nous devons construire beaucoup d'hôpitaux modernes, équipés. À Pau, dernièrement, on me dit qu'il n'y a pas d'échographie. Pour simple échographie, il faut qu'ils viennent jusqu'à Ouagadougou. Vous voyez qu'il y a beaucoup de défis. Voilà. Et tout ça, donc, ça doit nous permettre de relancer le pays, voilà, pour atteindre nos rêves. Monsieur le Président, pour clore cet entretien, quel est votre message à l'endroit des travailleurs à quelques jours du 1er mai, journée internationale du travail? Oui. En tout cas, c'est félicitations aux travailleurs. Voilà. Ils ont su accompagner. Voilà. Et nous avons pris une partie des salaires. Et les travailleurs ont compris. Donc, on ne peut que leur dire merci. Félicitations à eux de continuer de consentir en tout cas le sacrifice pour que le Burkina soit. Voilà. Parce que c'est une guerre d'existence. Voilà. Si on ne la fait pas, nous allons disparaître. Donc, félicitations à eux. On sait qu'il y a beaucoup de choses en instance. Et on est au courant que chacun prenne patience. On prend le cas du MENA-PLN tout de suite, où il y a un décret que nous devons prendre pour régulariser un certain nombre d'indemnités, de reclassements, ainsi de suite. Le ministre a envoyé ça sur la table, mais nous avons dit de patienter parce que, comme je vous ai dit, c'est des étapes. Actuellement, nous avons stabilisé certaines dépenses militaires, on va payer la dette intérieure et après, on pourra revenir à certaines choses. Donc, on ne peut pas leur donner un délai, mais j'ai dit on n'adopte pas d'abord parce que nous avons certaines choses à régler.
Donc qu'ils continuent de prendre patience. On les souhaite bonne fête et de continuer à soutenir la patrie parce que leur patriotisme, ça va au-delà de tout ce que nous pouvons croire. Voilà. Donc merci à eux. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Madame, Monsieur, nous sommes au terme de cette émission, de cet entretien que j'ai eu le plaisir de conduire avec Chantal Nikiema de la Radio Nationale. Merci de nous avoir suivis.